Bruiser, c'est le terme qu'on emploie à la radio lorsque l'on met en œuvre avec un aéronef de l'armement anti-navire. L'anti-navire, c'est généralement la spécialité des marines. Par exemple, en France, c'est l'aéronaval qui est spécialiste de la mise en œuvre de l'Exocet et a donc toute l'expertise anti-navire. Initialement, c'était sur Super Étendard et avec l'arrivée du Rafale Omnirole, toute mission, et l'arrivée de l'Exocet sur Rafale, cette compétence a progressivement été transférée sur Rafale. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de Bruiser dont nous allons parler, car il est peu probable que ce soit un missile anti-navire qui ait été utilisé pour détruire le Novotcherkassk alors qu'il était hacké en Crimée dans la nuit de mardi à mercredi. Aujourd'hui, petit rappel rapide sur le principe de la guerre, ensuite sur le navire, nous allons voir les faits, nous allons réfléchir à différents scénarios possibles qui peuvent expliquer cette gigantesque explosion dans le port de Théodésie et derrière, nous allons essayer de voir s'il y a quelques leçons à en tirer à chaud. Allez, tout ça juste après le jingle. Roger ball. Alors, petit rappel qui ne mange pas de pain. Oui, je sais que c'était les fêtes, que nous avons beaucoup de chance en France de pouvoir prendre ce recul, de pouvoir nous déconnecter, mais dans d'autres parties du monde, et je ne pense pas qu'à l'Ukraine, eh bien, c'est toujours la guerre. Et dans la guerre, il y a, malheureusement, j'ai envie de vous dire, des morts. Donc, quand on voit des images comme celle de l'explosion du navire, il ne faut jamais oublier qu'à bord, il y a des militaires, des marins qui étaient là pour faire leur devoir, pour faire leur service pour leur pays. Et que si l'histoire avec un grand H avait été inversée, eh bien, ça aurait pu être nous qui nous retrouvions dans ce cas-là. Il ne faut donc jamais manquer de respect à l'adversaire. D'ailleurs, je vous rappelle que la Convention de Genève n'aime pas trop que l'on manque de respect à la partie adverse. Et si vous me dites, oui, mais les méchants, eux, ils manquent de respect, eh bien, en aucun cas, il faut s'abaisser aux valeurs de l'adversaire. La France, par exemple, a été un bon exemple. Lors de la lutte contre l'État islamique, nous sommes restés parfaitement alignés au droit de la guerre, au droit international et à ce que la France estimait être juste. Et je vous rappelle que les valeurs de la Marine nationale, c'est honneur, patrie, valeur, discipline. Sans transition, le navire, c'est un classe Ropucha. Il y en a 28 qui ont été fabriqués. C'est du navire qui fait 112,5 mètres de long, qui peut prendre 450 tonnes de cargo, qui pèse 2200 tonnes à vide, 4080 tonnes à la masse maximum. Vous êtes en gros sur le gabarit d'une grosse frégate. Le Charles de Gaulle, c'est 10 fois plus lourd, 40 000 tonnes. Ça a été fabriqué à partir des années 70 jusque dans les années 91 en Pologne. Et si vous regardez sa fiche technique, c'est assez drôle, ça dit qu'il y a du SAN5 à bord. Le SAN5, c'est tout simplement le petit solaire très courte portée qu'on porte sur l'épaule. Donc niveau armement, ça ne vaut absolument rien. Niveau autoprotection, non plus. Ce n'est donc pas un navire qui va pouvoir se protéger d'attaques de missiles, qui soit missile de croisière, bombe ou missile anti-navire. À côté, il y aurait également eu un remorqueur, le MB304, qui aurait été touché. Donc une fois que c'est dit, navire qui sert à faire du transport, qui peut également débarquer une vingtaine de véhicules lors d'un débarquement et qui d'un point de vue opérationnel n'a pas servi à grand chose d'autre que faire du transport depuis maintenant une quarantaine d'années. Les faits tels que nous les connaissons aujourd'hui, au moment où je tourne, en ce mardi fin de journée, eh bien c'est qu'à Théodésie, petite ville de la Crimée, nous sommes à plus de 150 km de Sébastopol, 60 000 habitants, sur le port, à 2h30 du matin heure locale, il y a eu une explosion suivie d'explosions secondaires et d'un grand incendie qui a donc détruit le Novotcherkassk, qui est officiellement à l'heure actuelle, d'après les Russes, abîmé. Au vu des photos, il ne manque pas d'humour, c'est pas la première fois. Toujours est-il, ce n'est pas la première fois non plus que ce genre d'événement arrive. C'est arrivé à Sébastopol, c'est également arrivé du côté de Kerch avec une frégate touchée. À Sébastopol, c'était un autre classe Rapucha qui a été touché, mais également un kilo qui était en cale sèche. Cette action de la nuit dernière a été revendiquée par l'armée de l'air ukrainienne sur Twitter. Alors quels sont les différents scénarios possibles? Le premier que j'ai vu émerger sur la toile, c'est que c'est la livraison des F-16 avec les missiles Harpoon et qu'il faut donc se réjouir. Alors, on va se calmer tout de suite. Je déteste être affirmatif. Vous n'aurez jamais normalement sur cette chaîne des affirmations à 100%. Donc je vais vous dire à 97% que c'est, je pense, une option que l'on peut rayer.
Pourquoi? Non pas le F-16, je n'ai aucun moyen de vous dire que ce n'est pas un F-16 qui a ouvert le feu, mais un Harpoon n'aurait probablement pas été utilisé pour un navire qui est à quai, parce que l'environnement n'est pas optimum pour son guidage. Vous allez donc vouloir privilégier un Scalp ou un Storm Shadow qui ont été faits pour ça, missiles de croisière qui vont se faufiler à basse altitude, qui vont pouvoir arriver de manière discrète avec une surface équivalente radar très faible qui permet de limiter la détection par les systèmes de défense aérienne, ou alors de la JDAM ou équivalent, de la bombe de 250 kg à 1 tonne, plutôt 1 tonne dans ce cas-là, qui peut être utilisée pour taper un navire à quai. Alors, moi j'aime bien l'histoire. Qu'est-ce que l'on a comme cas d'utilisation de bombes comme ça face à des navires à quai? La Libye. L'unité dans laquelle j'étais sur Super Étendard a d'ailleurs participé en Libye à la destruction de la marine de Kadhafi à coups de bombes de 250 kg guidées laser. Grosse différence avec la Crimée. Pour ce faire, l'OTAN avait à ce moment-là la supériorité, la suprématie aérienne. Il était donc possible pour les Super Étendards de se rapprocher à quelques nautiques et de tirer la bombe tout en les guidant, ce qui est peu probable dans le cas de la Crimée. C'est pour ça que l'hypothèse d'un tir de missiles de croisière type Scalp ou Storm Shadow depuis du Sukhoi 24 est l'hypothèse que je mettrai en numéro 1, avec une possibilité de tirer depuis plusieurs centaines de kilomètres, de programmer le missile pour que soit il passe par le sud, par la mer, soit il passe par le nord, soit il fasse un tout droit. Ça dépend du renseignement partagé notamment par les Américains sur la présence de sites solaires capables d'intercepter les Storm Shadow. Encore une fois, il va falloir que le système soit très proche et donc vous allez à l'amont donner des points de navigation à votre missile pour qu'il évite au maximum ces systèmes. Ou alors la JDAM, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour la JDAM? Faire tout le tour dans la mer Noire, comme ça on reste le plus loin possible de la Crimée, pourquoi pas à très basse altitude, même si ça va coûter pas mal de pétrole, et essayer d'attaquer depuis un axe d'attaque plutôt venant du sud et après redépart par le sud, ça c'est une possibilité. Je vous rappelle par exemple que lors de la guerre des Malouines, les Argentins avaient fait tout le tour pour attaquer le Sheffield, ce qui avait surpris les Britanniques. Donc il ne faut jamais exclure cette possibilité. Dernier point, les drones, que ce soit drones aériens, mais il va falloir une bonne charge militaire quand même, ou alors du drone maritime, mais on sait que le port de Théodésie était protégé contre les drones. Maintenant, ce n'est pas parce que des protections sont en place contre les drones maritimes qu'ils ne peuvent pas passer. L'histoire nous le dira, mais voilà les grands points. Et j'ai vu passer également pas mal de réactions sur l'inefficacité des défenses sol-air russes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour protéger un point comme ça demande énormément de moyens. Donc si vous avez par exemple du S-400, le S-400, il faut qu'il ait l'intervisibilité pour détecter le missile et pour pouvoir l'engager. Vous vous doutez bien qu'à ce stade du conflit, les Américains et les Ukrainiens ont une parfaite connaissance de où se situent ces sites et que sur ce type d'assaut, que vous réalisez en choisissant le moment, vous allez attendre le moment où les systèmes solaires vous sont le plus favorables. Donc soit certains sont éteints en maintenance, soit vous savez exactement où ils se trouvent tous et vous allez profiter de ce petit moment pour lancer votre attaque, mettant toutes les chances de votre côté. C'est cohérent, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu, on va choisir le moment de livrer bataille. Ensuite, le S-400 c'est bien, mais contre du Scalp ou du Storm Shadow, personnellement, j'y crois pas trop. Il va falloir du système de défense de points beaucoup plus rapproché et pour ça, il va en falloir beaucoup. Et quand on regarde le port de Théodésie, ça n'a pas non plus l'air d'être un port militaire on va dire stratégique. On est sur une base de repli suite à l'évacuation de Sébastopol à cause justement de ces attaques. Et il est possible que le point n'était pas plus défendu que ça, ou alors, tout simplement, que les systèmes solaires n'ont pas fait leur travail, ou encore une fois, que le personnel n'était pas à poste ou les systèmes étaient en maintenance. J'insiste encore une fois, une attaque à 2h30 du matin, ce n'est pas par hasard. En termes de rythme circadien, c'est là où vous êtes au plus bas, c'est une heure difficile pour la défense, c'est classique comme heure d'attaque pour prendre des défenseurs par surprise. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de tout ça? La première, c'est que c'est bien de s'être replié de Sébastopol pour ce qui reste de la flotte de la mer Noire, mais on voit bien que derrière, il faut déplacer tous les systèmes de défense, sinon vous prenez risque d'être tapé, d'être frappé dans la profondeur,
avec ces missiles occidentaux, type Scalp, Storm Shadow, avec de la JDAM ou avec des drones de nouvelle génération. L'autre point très intéressant, c'est celui, on a vu passer, d'une armée sans marine qui arrive à mettre en déroute une marine adverse. Par déroute, j'entends forcer un repli stratégique de Sébastopol et même à 180 km de Sébastopol, réussir à venir mettre le feu à certains de ces navires et entraîner des explosions secondaires qui viennent à confirmer la thèse qu'il y avait de l'armement à bord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette notion de déni d'accès. Le déni d'accès, c'est empêcher une marine, empêcher quelqu'un de venir s'installer. Si vous voulez un exemple très simple, imaginons que vous êtes en haut d'un perchoir, que vous avez un fusil de sniper, vous pouvez empêcher une compagnie adverse, beaucoup plus nombreuse, beaucoup mieux équipée, de venir s'installer dans un champ à 1,5 km ou 2 km. Ce que ça va vous demander, c'est de bouger régulièrement de point d'appui pour terroriser, gêner, empêcher l'adversaire d'occuper le terrain, mais ça ne vous permet pas, vous, d'exploiter ce terrain. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une différence entre dénier, to deny, empêcher à votre adversaire d'utiliser la zone et vous-même pouvoir utiliser cette zone. Il est beaucoup plus facile de faire du déni, ce qui m'amène vers notre transition toute trouvée avec les outils dans la mer Rouge et le fait que les outils, que cette population arrive à l'heure actuelle à peser sur la géopolitique mondiale, sur le commerce international. On vous a préparé une vidéo qui va sortir dans quelques jours avec seulement des petits moyens. Donc à l'heure actuelle, les outils ne sont en rien comparables à l'armée ukrainienne qui arrive à mettre en œuvre de l'armement très efficace occidental. Mais si les outils devaient monter en gamme d'un point de vue armement, cela pourrait impacter énormément les marines occidentales, le trafic international. Pourquoi? À cause de cette logique de déni d'accès où vous avez une non-linéarité entre les moyens qui vous sont nécessaires pour attaquer ou gêner l'adversaire et les moyens qui vous sont nécessaires pour protéger votre champ, pour pouvoir vous y installer sans être attaqué, sans avoir de pertes. Donc s'il y a une chose que cet événement, la perte pour les Russes du Novotcherkassk nous rappelle, c'est l'asymétrie possible dans le combat maritime et également la vulnérabilité des navires lorsqu'ils sont hackés. Tout comme nous avons vu dans cette guerre Ukraine-Russie, la vulnérabilité des aéronefs lorsqu'ils sont sur leur base, attaqués par des drones, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe. Je vous souhaite une excellente fin d'année, à très bientôt sur la chaîne. Fly safe.